Et salut à tous les amis, c'est Kekit. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un petit peu plus, une petite vidéo conseil aujourd'hui. On va donc parler un petit peu de la Hades Team League qui va bientôt démarrer donc sur le serveur de la Hades Draft League. C'est pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui n'auraient pas encore in, c'est donc un team tour qui va commencer prochainement avec donc simplement les 6 capitaines. Donc on a donc 6 équipes, donc les ombres d'Hypnos, les musiciens d'Orpheus, les sorcières d'Hécate, les fauchards de Thanatos, les sirènes de Scylla, Scylla, je crois que c'est Scylla, et les messagers de Nyx avec évidemment 6 capitaines. Alors je connais les capitaines, juste j'ai oublié qui a quelle équipe, malheureusement. J'ai oublié qui a quelle équipe. Donc on aura donc JB pour les musiciens d'Orpheus. Ensuite, là, on a donc tout ça. Hop, 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 hop. Normalement, si je me trompe pas, c'est Hurtado pour les messagers de Nyx. On a Alkion pour les ombres d'Hypno. On a Nailek pour les sorcières des 4. Et on a Silver pour les faucheurs de Thanatos. Et enfin, on a donc Shift pour les sirènes de Scylla. Voilà. Donc au moins on aura fait le tour des caps. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire une petite vidéo un petit peu conseil pré-tournoi pour lancer un peu le tournoi, sachant que normalement je devrais pas couvrir normalement des vidéos, je devrais pas faire de vidéos sur le tournoi. Du coup je me dis que ça peut toujours être intéressant, un petit plus, vous voyez, un petit plus pour pouvoir donner des petits conseils, surtout que je pense que pour la plupart des joueurs, ce sera peut-être votre premier tournoi Team Tour, ou alors votre premier tournoi en Draft League Team Tour. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant de donner deux trois petits conseils. Évidemment, je rappelle que les conseils se basent surtout sur mon expérience. Donc je dis en fonction de ce que j'ai vécu. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Je ne donne pas des leçons aux gens. Je dis juste ce que je pense. Et si les gens sont d'accord et qu'ils veulent le refaire, qu'ils le fassent. S'ils ne sont pas d'accord et qu'ils ne veulent pas le refaire, eh bien, soit. Je vais aussi donner des petits conseils pour les capitaines, parce que certains, peut-être, c'est la première fois qu'ils sont cap. Je pense pas à tous. Mais bon, au pire, ça servira soit pour les caps actuels, soit pour les autres joueurs, peut-être que plus tard, quand il y aura d'autres team tours qui seront organisés. Si jamais, par exemple, il faudra reprendre. Si jamais, par exemple, il faudra reprendre les équipes ou quoi, bah, c'est toujours bien, je trouve, d'avoir des petits tips en tant que capitaine. Et on va y aller tout de suite avec le premier point que je trouve important, c'est comment se faire remarquer par les capitaines. Ça, c'est un premier point que je trouve déjà assez important parce que, comme on va pouvoir le regarder, beaucoup, donc évidemment, tous les caps ont fait un petit peu des CV. On fait une option pour avoir des CV ou alors tout simplement des tryouts. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont voulu faire ça parce que et c'est vrai qu'en plus c'est pratique. Voilà, vous voyez, il y a des tryouts, candidatures de partout. C'est vrai que c'est pratique, notamment quand on ne connaît pas forcément. Chez JB, je sais pas comment ça marche. Ok, JB il a fait autre chose à part. Ok. Du coup, voilà, en gros, ce que je veux dire, c'est que JB il s'est éclaté avec le bat. Du coup, sinon, ce que je veux dire par là, c'est que grosso modo, beaucoup vont faire des tryouts pour apprendre à connaître les joueurs, mais il faut savoir une chose, en général, ce qui va vraiment vous faire pique par un cap, c'est souvent le fait, pas que vous soyez connu, mais le fait que vous vous soyez démarqué ailleurs. Par exemple, moi je sais que dans mes premiers team tours, mon tout premier team tour que j'ai fait, j'étais je crois alors j'étais dans l'équipe de Gengaster, je sais plus comment il s'appelait le tournoi, je crois que c'est la PTL, je sais plus comment il s'appelle le tournoi. Mais du coup j'avais été repéré par Gengaster et sa clé femme familier à l'époque. Pourquoi je m'en souviens, je pensais que j'allais pas être pique et tout, et pourquoi j'ai été pique parce que justement Genga, euh, un peu avant, euh, un peu avant le team tour, je crois que j'avais fait des DL sur Pedra, je faisais des DL et il me voyait souvent jouer dans les DL et il avait vu quand même que j'avais quelque chose, enfin j'étais pas trop mal, je l'avais battu et en plus il voyait que vraiment il y avait des plays qui étaient intéressants dans ce que je faisais et du coup quand il m'a vu in le team tour, il s'est dit allez, on me pose une petite pièce sur K-Kit. Plus tard, plus tard, j'avais été recruté par Xeltal pour participer à un autre team tour. Et Xeltal, bah, ce qui a fait la diff, c'est parce que bah, il me connaissait, il m'avait vu jouer à l'UMD saison 10. Je l'avais battu à l'UMD saison 10, il m'avait vu jouer. Et comme il y avait Gengaster dans l'équipe, Genga a aussi pu lui conseiller de dire ah, lui, Kaikis, il est plutôt bon, donc tu devrais le prendre et tout. Donc pour moi, voilà, les candidatures, les CV, c'est bien pour montrer quand même votre motivation, montrer que vous avez envie de jouer et tout.
Mais pour moi, c'est pas le plus gros moyen de se recruter. Enfin, pour moi, le plus gros moyen pour se faire recruter, c'est justement d'aller, justement, bah, juste en fait de jouer, de se montrer. Et en général, bah, les gens vont te remarquer. C'est toujours plus intéressant comme ça. Je dis pas qu'il faut pas faire des try-outs, qu'il faut pas faire de candidature ou quoi. Mais moi, je sais que, par exemple, enfin, en tant que cap, je suis pas fan de try-out parce que, bah, justement, en fait, les joueurs, quand tu vois un peu les datas, quand tu vas regarder un peu les replays des joueurs, c'est pour ça qu'en général, si jamais je demande des trucs de candidature comme ça, je demande quand même des CV, enfin des replays surtout, c'est important pour avoir un petit peu des games. Parce que franchement, c'est de la data en plus et c'est vraiment, je trouve, hyper intéressant de mettre en avant des replays ou quoi. Parce que ça permet vraiment de voir comment vous draftez, comment vous buildez, etc. Ensuite, donc une fois que vous êtes fait remarquer par les caps, et donc forcément on doit arriver à la phase de pic des joueurs. Alors beaucoup s'attendent à une phase d'auctions. Malheureusement, il n'y aura pas d'auctions cette saison. Tout simplement parce que le but de Steam Tour, c'est que tout le monde soit pic. Et donc, si jamais, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'auctions, donc faut en profiter, messieurs les capitaines. Je vais en profiter parce que du coup, vous n'avez pas de budget à gérer, c'est-à-dire que vous avez des joueurs, si vous voulez les joueurs, bah, vous les prenez, etc. Et donc forcément, il faut essayer un petit peu d'organiser la liste de tous les joueurs qui participent à ce tournoi. Et un conseil que je peux vous donner pour organiser, c'est donc évidemment déjà quand les pics commencent d'avoir une idée précise de l'équipe que vous voulez jouer. Mais surtout, le plus important, c'est vous prenez la liste de tous les joueurs et vous essayez de les classer en fonction de ce que vous voulez ou non. Je vais vous montrer ça tout de suite. Un petit tableau rapide, excusez-moi, petit tableau rapide du coup pour vous expliquer. Donc il y aura donc, là voilà, vous mettez votre liste des joueurs et vous avez plein de catégories. On va commencer par les plus simples, les non définitifs. Qu'est-ce que c'est un peu la catégorie des non définitifs? Ce sera généralement, ben, en tant que capitaine, les gens juste que vous n'aimez pas, que vous ne vous entendez pas avec. Ça, vous allez passer au moins 6 semaines ensemble. Si vous ne pouvez pas vous blairer, ça sert à rien. Donc évidemment, vous les prenez pas. Si jamais, j'en parlerai après, mais si jamais vous savez que vous avez des très bons potes à vous qui ne peuvent pas supporter certains joueurs, vous mettez pareil dans les non définitifs. Si vous trouvez vraiment que si vraiment vous trouvez que des joueurs sont pas très rentables à pic ou quoi, et pour vous c'est un non, bah, vous mettez là-dedans dans des noms définitifs. C'est comme ça tout le temps, comme ça au moins vous éliminez sur la liste des joueurs, parce que là, il y a quand même une belle liste de joueurs, je crois qu'il y a plus d'une soixantaine de joueurs. Ouais, j'ai pris la liste actuelle, hein, la liste des joueurs actuels. Bah, vous voyez quand même, ça peut déjà en éliminer certains. Ensuite, une fois que vous avez fait vos noms définitifs, vous allez avoir les carries. Alors eux, les carries, c'est pas. Vous avez vu, je distingue vraiment de vos joueurs à prendre en priorité. Parce que les carries, ce sont en général les joueurs sont généralement les joueurs qui vont partir très vite. Et ce sont, on va dire, les gros joueurs qui vous permettent vraiment d'avoir de la stabilité dans une équipe. Par gros joueurs, j'entends les joueurs qui ont énormément d'expérience dans le format, les joueurs qui sont de bons builders, de bons drafters, de bons joueurs, les joueurs qui sont capables, si jamais il y a des matchs décisifs, parce que messieurs les capitaines, vous allez devoir parfois porter vos couilles et faire des matchs décisifs, mais parfois il en faudra plusieurs des matchs décisifs. Par exemple, je sais pas, moi, vous êtes mené 5-3, vous êtes mené 4-3, il reste 2 matchs, bah, vous devez jouer, oui, mais il faut qu'il y ait un autre de vos joueurs qui joue aussi. Et dans ce cas-là, si vous pouvez avoir un carry pour ce genre de situation, c'est vraiment hyper important. Il faut pas que votre carry soit solo, mais c'est important pour moi pour vraiment avoir une stabilité dans l'équipe. Et là, dans ce cas-là, vous prenez la liste et vous notez tout simplement les plus gros joueurs. Bon, je vais pas noter Urta parce que Urta est capitaine, donc ça sert à rien. Mais genre par exemple, des joueurs du style Same. On peut mettre qui Denis, plutôt bon quand même si. Est-ce que Denis a les épaules d'un carry? Je sais pas. On a par exemple, on a Braze, on a Coco. On peut prendre qui d'autre? On a peut-être Cresrel si vous êtes vraiment confiant. Il y a Clem qui est vraiment bien. Surdy, je sais pas en ce moment, mais Surdy dans ses beaux jours, pourquoi pas. On a qui d'autre qu'on peut prendre? Ah, c'est quand même compliqué. Enfin, vous avez compris l'idée.
vous avez compris l'idée dans l'ensemble. Peut-être que j'en rate quelques-uns. Mais vraiment, voilà, essayez de. Allez, on va quand même être en retard parce que voilà, je vais me mettre dedans parce que voilà, Max de Strat aussi. Mais enfin voilà, vous avez compris l'idée. Vraiment, essayez de mettre vraiment les gros joueurs, euh, les top players qui sont vraiment capables de faire la diff au build. Parce que votre but, c'est d'essayer d'en avoir au moins un ou deux pour avoir vraiment euh, une certaine stabilité, une certaine base. Ensuite, une fois que vous avez trouvé donc, vos joueurs à mettre dans les carries, vous allez avoir donc vos bros. Les bros, vos joueurs à prendre en priorité. Ça, ce sont vraiment vos potes et surtout, on va dire, les joueurs que vous voulez voir pick en priorité et que vous allez prendre très vite. Genre, je sais pas moi, enfin, par exemple, vous allez avoir des Le Denis, Yorkan, ce genre, Rémi 25, enfin, vraiment les gens que vous adorez, vos potes et ceux en qui vous êtes confiant. Euh, Eux, vraiment, il va falloir les pics et vous les mettez dans cette catégorie. C'est-à-dire que vous les prenez juste après les carries. Comme ça, au moins, vous n'allez pas avoir de problème là-dessus. Ensuite, vous allez avoir les underdogs. Donc, les underdogs, c'est, comme vous pouvez vous en douter, ce sont les petits joueurs qu'on ne voit pas forcément venir. Mais pour vous, vous pensez, ils peuvent vraiment perf s'ils sont bien coachés. Genre, je sais pas, moi, genre, je vois du Wapi, du Bastien, il y a qui qu'on pourrait ranger dans la catégorie des underdogs. Il y a du Hero Dragon, même si après Hero et Dragon ça va, c'est quand même plutôt solide. Il y a du Lucid Coffee, il y a du Tiger, il y a du Itavi, etc. Ah, j'avais oublié Cielo dans les gros players, je crois. Bon, c'est pas grave. Il y a du Kindy. Enfin voilà, les joueurs où pour vous, vous pensez vraiment que ce sont les joueurs avec du coaching, ils peuvent vraiment faire la diff, ils peuvent vraiment sortir de grosses perfs. L'avantage des underdogs, c'est que souvent les caps vont pas voir les mêmes underdogs. Donc, selon qui vous mettez dans cette catégorie, vous allez avoir plus de chances de les prendre ou pas, et donc vous allez pouvoir justement retarder l'échéance pour pouvoir peut-être les prendre, pas forcément les prendre direct. Et après, vous devez terminer, donc vous devez terminer, et là c'est pareil, vous prenez, vous dites, ok, les joueurs, ceux que vous pensez quand même pique, pas forcément, ce ne sont pas vos premiers choix, mais vous savez que ce sont quand même des joueurs plutôt intéressants qui peuvent apporter des choses à l'équipe ou quoi. Donc il y a, on va dire les peut-être ou peut-être pas, ça dépend vraiment de ce qui va rester. Mais après voilà, les deux dernières catégories, c'est tous les autres, ceux que vous n'avez pas repérés en priorité, vous essayez de les classer pour savoir qui vous prenez pas, parce qu'évidemment, c'est un avantage de ne pas avoir d'auction, parce que du coup, vous prenez un joueur, il est à vous, 100%, alors que pendant les auctions, parfois vous allez nommer un joueur, mais vous n'allez pas forcément l'avoir. Mais du coup, forcément, l'inconvénient, c'est que si jamais quelqu'un vous prend un des joueurs que vous aviez prévu, vous devez changer et donc vous pouvez pas non plus fermer des hypothèses. Mais pour moi, déjà, voilà, en tant que capitaine, essayez d'organiser au mieux, la liste des joueurs. C'est pour moi quelque chose de très important à faire en amont. Et il faut forcément prioriser l'équipe avant les top players. Si jamais, par exemple, vous avez l'opportunité de parler avec vos mates pendant les pics, je sais pas si ce sera possible ou pas. Je sais que parfois, il y a certains tournois, c'est ok, d'autres tournois, parfois, c'est pendant les pauses ou quoi. Si jamais vous avez l'opportunité de parler avec vos mates pendant les pics, écoutez-les un peu et demandez-leur un peu leur avis en cours de route. Est-ce que vous pensez que lui, il est rentable à prendre? Est-ce que lui ou quoi? Vous pensez qu'ils sont bien rentables à prendre ou pas? Ce sera à vous de décider. Ce sera à vous de choisir si oui ou non. euh, voilà. Vous allez les prendre ou pas. Mais vraiment, essayez d'avoir cette cohésion d'équipe. Essayez vraiment de créer cette équipe bonne ambiance. Parce que déjà, ça sera un bon début. Et une fois que vous avez créé votre équipe, donc forcément, il va y avoir la phase de draft à faire avec, évidemment, donc il y a de la 9G, il y a de la 8G, il y a de la 7G, il y a de la 6G. Donc déjà, essayez d'avoir des joueurs qui ont pas une connaissance globale de tous les tiers, mais au moins les tiers qui veulent jouer, qu'ils les connaissent un peu. Et quand vous allez répartir les poules de pique et tout, je sais plus comment ça se passe. Hop, je sais plus comment ça se passe, mais je crois que pour les piques, ouais, voilà, il y a quand même, il y a 3 poules de pique en scarlet et violet, et ensuite il y aura une poule de pique dans chaque. Du coup, ce que je vous conseillerais quand même, c'est vraiment de vous répartir et je vais pas dire donner des experts, mais genre vraiment, les joueurs qui devraient jouer Zoom, vous leur dites, faites les drafts Zoom, faites des drafts qui vous donnent envie de jouer en Zoom, et voilà, et faites ça. Pareil pour l'Horace, etc. Parce que si c'est vous les caps qui commencez à vraiment aller dans les drafts
et à ne pas prendre en compte ce que les joueurs veulent jouer, c'est le meilleur moyen de se planter pour moi. C'est le meilleur moyen. Si jamais, par exemple, vous mettez des joueurs qui vous savez pas trop ce qu'ils veulent jouer, le style de draft qu'ils veulent jouer, bah, vous leur faites faire un truc tout simple. Par exemple, vous prenez la TLSV, vous leur dites, ok, quel Pokémon t'as envie de jouer? Ils vont vous répondre, autant ils vont vous répondre des Poké standards, entre guillemets, genre Valiant, genre Dragapult, genre Urshifu, etc., Greninja, Miascarade. Ou autant, parfois, ils vont vous proposer des Pokémon à la con, du style genre Zapdos Galar, Azumarill, enfin, je sais pas. Mais si vous sentez que les gens, que vos joueurs ne savent pas où ils vont partir, essayez de les aider, essayez de les guider. Le Team Tour, il est là pour ça. Le Team Tour, c'est vraiment une bonne occasion de progresser. Et je vais en parler tout de suite en tant que joueur. Vraiment, enfin, pour les joueurs, le Team Tour, c'est hyper important pour le progrès. Vous avez un tournoi, vous avez une opportunité de vous améliorer et vous n'imaginez pas à quel point un Team Tour peut vous faire step up. Comme je vous l'ai dit, il y a de très grandes chances que vous soyez pick avec des joueurs qui ont plus d'expérience que vous, qui maîtrisent davantage, le format ou quoi. Donc vraiment, profitez-en, c'est le moment pour parler, pour discuter un petit peu des game plans, des phases de draft et tout. Et surtout, profitez-en pour vous améliorer parce que vous allez prendre des conseils là-dedans. Que ce soit de l'expérience en termes de match, des conseils en termes de build, c'est vraiment une expérience incroyable. Moi, je vous le dis honnêtement, les tournois où j'ai vraiment step up, c'était dans des team tours. Je m'en souviens, donc je vous avais parlé avant le team tour avec Zeltal. J'ai joué 2 matchs sur 10, je crois, dans le tournoi. Mais derrière, avec de la prep, vraiment, entre les mocks que je préparais pour la team et surtout, bah, je voyais la manière dont ils étaient en train de build, enfin la manière dont ils préparaient leur game et tout. Vraiment, ça fait une énorme diff incroyable. Ça fait un niveau de step up. C'est impressionnant. Donc c'est pour ça, voilà, je vous conseille vraiment, allez-y, discutez, parlez, vraiment, profitez-en. C'est le moment, c'est votre moment. Il y a des joueurs qui sont en team avec vous, profitez. Parce que beaucoup, bah, je pense que beaucoup n'osent pas forcément aller vers des top players en dehors enfin, quand il y a des tournois solo, genre la HDL ou quoi. Il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui vont vers des gros players pour justement demander des conseils, demander des builds et tout. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours voulu faire cette série sur la HDL avec les low div, parce que moi je sais que c'est compliqué quand il n'y a personne pour vous donner des conseils, il n'y a personne pour vous guider, quand vous débutez ou quand vous connaissez pas trop le format, c'est compliqué de progresser, et là c'est un moment important, le Team Tour, pour progresser, c'est important. Ensuite, un autre point que je veux aborder aussi en tant que joueur, c'est d'essayer de faire vos builds très vite. Pourquoi il faudrait essayer de faire vos builds assez vite? Parce que tout simplement, en fait, ça va justement vous permettre de discuter, de progresser avec toute l'équipe. Par exemple, je sais pas moi, vous avez les pairings le dimanche soir, essayez au plus tard lundi soir d'avoir un semblant de build. Même si le build n'est pas complet, au moins essayez d'avoir un 6 avec des débuts de set. Essayez d'avoir ça parce que comme ça, au moins derrière, justement, si vous savez pas trop encore comment la meilleure attaque pour faire le match-up ou quoi, ben justement, vous avez votre équipe derrière, vous demandez des avis à des joueurs, vous leur dites, vous pensez quoi de ça, 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 ça. Ils vont venir vous répondre et vous allez pouvoir discuter et construire votre build ensemble. Ça vraiment, c'est essayer d'avoir de la réactivité dans vos builds. Je pense que c'est important parce que dites-vous bien, ça va être une semaine pour les matchs évidemment. Au plus tôt vous avez des idées de build, des ébauches de build, au plus tôt les autres mates vont pouvoir y réfléchir aussi et vous proposer d'autres solutions. Parce que si vous commencez à faire tout à la va-vite, bah, ça peut être compliqué. Donc vraiment dans l'idéal, le lundi soir, il faudrait qu'il y ait un build, enfin pas un build de près, mais lundi soir des ébauches de build. C'est d'ailleurs aussi à vous les câbles, je pense que vous pouvez aussi le faire ça les capitaines. Ce serait pareil d'essayer par exemple pas d'imposer, pas forcément d'imposer, mais de contrôler à ce que le build avance régulièrement. Notamment sur, on va dire, vos underdogs, sur les joueurs que vous savez pas trop. Vous pensez que les joueurs dont vous savez que vous avez besoin de les accompagner, genre vos gros joueurs
Genre vos top joueurs, eux, vous savez comment ils fonctionnent, vous savez qu'ils sont un peu plus réguliers, donc vous pouvez être plus souple. Mais avec les autres joueurs qui ont besoin de plus d'encadrement, là, si vous pouvez redresser, enfin, encadrer un peu plus ça et être un peu plus rigoureux avec eux, c'est l'essentiel. Toujours, évidemment, dans la bonne humeur. Ça, c'est un point important. C'est toujours dans la bonne humeur. Votre but, vous allez avoir peut-être des buts. Votre objectif, ça peut être la victoire finale, ça peut être juste de faire progresser les gens. Mais si, bon, on sait tous que même si vous arrivez avec les intentions de vouloir faire progresser les gens, on va pas se mentir, vous avez envie de gagner le tournoi. J'ose espérer que les 6 capitaines ont envie de gagner le tournoi. On soit bien d'accord. Mais voilà, essayez toujours de conserver cette ambiance un peu chill, cette bonne équipe, parce que c'est à vous quand même. Vous êtes pas le top, vous serez pas forcément le top player de votre équipe. Il va falloir le reconnaître, hein, il faut l'assumer parfois. Vous ne serez pas forcément le top player. Alors quand il y a des joueurs, quand on sait que c'est genre des Hurtado, des Alcon qui sont cap, peut-être qu'ils seront le top player de leur team. Mais peut-être pas forcément. Genre, je pense à Chief, je pense à Silver. Vous serez peut-être pas forcément les meilleurs joueurs de votre équipe. Et il faut le reconnaître. Parfois, il faudra le reconnaître. Et c'est pas un défaut de le reconnaître que vous n'êtes pas le top player de votre équipe. Il faudra évidemment assumer vos responsabilités en tant que capitaine, mais si vous savez qu'il y a d'autres joueurs qui sont plus expérimentés que vous, bah, vous les laissez un peu plus souples parce que ça devrait mieux se passer. Ça sert à rien vraiment de commencer à venir se braquer pour un team tour. On va être honnête, c'est vraiment cette ambiance-là qu'il faut créer, cette ambiance chill, et ça aidera beaucoup. Dernier point que je voulais en parler au niveau des builds, parce que dernier point au niveau des builds, parce que j'ai dit de faire des builds rapides, donc évidemment ça permet de se projeter plus vite et ça permet aussi de faire des mocks. Par contre, je vais être catégorique sur les mocks. Je pense que si les gens ne savent pas faire de mock, ça ne sert à rien d'en faire. Parce qu'en fait, les mocks, c'est très bien parce que ça permet du coup d'avoir une première mise en situation de la game et tout, de voir comment ça se passe, la dynamique, voir s'il y a des choses à corriger. C'est très bien les mocks. Mais c'est à double tranchant. Si vous commencez, par exemple, je sais pas moi, imaginons en mock, vous vous faites avoir par un set obscur d'un Pokémon, un set obscur que vous n'avez pas forcément préparé. Si jamais vous commencez à vous dire ah ouais je me fais ouvrir par ce set, il faut que je me prépare, il faut que je change ma team et tout, c'est le meilleur moyen d'aller dans le mur pour moi. Il faut vraiment que votre mock, il faut qu'il soit efficace, donc il faut que ce soit vraiment un bon entraînement sur ce qui devrait arriver dans la situation, mais il ne faut pas prendre le mock comme acquis. J'espère que c'est clair, mais en gros, si vous gagnez largement votre mock, il ne faut pas forcément dire oh c'est bon je vais l'éclater pendant la game et tout blabla, parce que déjà le build ne sera pas le même, le game plan ne sera pas le même, le style de jeu peut ne pas être le même, et ça c'est très important. Si vous commencez, parce que même si vous allez avoir souvent des drafts différentes, enfin pas des drafts différentes, même si par exemple vous avez une draft qui va arriver ici, il y en a beaucoup, certains joueurs vont la jouer hyper offense alors que d'autres joueurs vont la jouer balance. Par exemple, il y avait cette draft là que j'avais pris pour la DL World Cup pour des mocks. Ça c'est une grosse, il y a un gros corps balance et tout. Parce que là vous voyez, genre là il y a le top 4, c'est le top 4 aggro et derrière il y a le top 4 derrière il y a le top 4 un peu plus fat, un peu plus bulky. Mais je vous le dis clairement, pour moi ça c'est une draft qui va se jouer balance. Certains joueurs vont peut-être vous la jouer différemment. Genre certains joueurs ils vont juste se dire allez on all-in. Genre on commence à partir sur une hyper offense. Je sais pas, c'est un exemple à la con, mais c'est pour essayer de vous illustrer un petit peu ce que je veux dire par là. Vraiment, dites-vous que les joueurs que vous allez affronter, ce ne sont pas les joueurs que vous allez affronter dans le vrai match. Donc évidemment, les mocks, il faut être efficace. Il ne faut pas commencer à psychoter sur un Pokémon sous prétexte que vous n'avez rien pour le gérer. Genre un set vous casse la gueule, paniquez pas forcément. Essayez de pas paniquer. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les mocks? Si vous ne voulez pas en faire, point important, si vous ne voulez pas en faire, ou alors si vous ne voulez pas en faire 14, eh bien c'est normal. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligés, et d'ailleurs messieurs les capitaines, n'obligez pas les joueurs à faire des mocks. Je pense qu'en Team Tour, l'idéal c'est genre un mock ou 2 grands max pour voir un petit peu la tendance globale, mais si les joueurs ne veulent pas faire de mock, ne les obligez pas à faire des mocks. Vous pouvez les accompagner, vous pouvez les aider dans leur game plan et tout, mais au bout d'un moment, s'ils ne veulent pas faire des mocks, surtout s'ils ne savent pas faire des mocks,
ne les forcez pas à en faire. Parce que, bah, voilà, en forçant des mocks, comme je vous ai dit, vous allez prendre le match comme acquis. Ou alors vous allez vous overprep à certains pokés qui n'ont pas beaucoup de chances de venir. Enfin voilà, il y a plein de choses, il y a plein de scénarios qui peuvent arriver. Donc vraiment, attention avec les mocks. C'est très bien pour la prep, mais c'est à double tranchant. Ou alors peut-être, l'idéal, moi je sais qu'avec certaines personnes je fonctionne comme ça. Quand certaines personnes viennent me demander des mocks, je leur demande directement, est-ce que tu veux tester des sets? Est-ce que tu as des sets que tu veux tester en priorité? Pourquoi? Parce que déjà, ça me permet, moi, quand je vais préparer le mock, ça me permet déjà de voir les sets sur lesquels il n'est pas sûr, les sets sur lesquels il aimerait un peu plus, enfin, il aimerait voir du concret. Ça permet aussi de voir un petit peu quel type de game il peut s'attendre. Quel type de game il peut s'attendre, parce que par exemple, genre, si jamais vous voyez des sets à base de rôti helmet, des sets un peu plus compliqués, vous savez, enfin, vous voyez un petit peu. Vous voyez un petit peu les craintes qu'il aurait dans le match-up, et justement, vous, ça vous permet de, quand vous allez construire votre mock, de justement apurer, comment je peux dire ça, de mieux préparer ce qu'il attend en termes de mock. Voilà, c'est bon, j'ai retrouvé ce que je veux dire. Donc de mieux se préparer en termes de mock, en termes de crainte, entre guillemets. Et comme ça, au moins, en fait, vous, ça vous fait une base. Et de toute manière, vous allez dire, ouais, mais il connaît mon build et tout. Vous pouvez tout à fait, avec l'expérience, vous pouvez facilement jouer en faisant comme si vous ne connaissez pas le build en face. C'est vraiment facile pour le coup. Parce que déjà, bah, souvent, même si vous connaissez le build, vous pouvez faire, ça vous permet juste bah, voilà, de faire des mises en situation. En mode, bah ouais, je connais pas forcément son set, donc je vais faire ça et tout. Et surtout, vraiment, ça permet de diriger un peu le mock. Donc voilà, en résumé sur les mocks, faites-en si vous pensez que vous avez besoin d'en faire. Si vous n'avez pas besoin d'en faire, ou si vous n'aimez pas en faire, n'en faites pas. Si vous en faites, ne dites pas forcément, ok, le mock s'est très bien passé, donc la game se passera très bien. Parce que sinon, vous allez prendre de mauvaises habitudes. Vous allez dire, ah ouais, j'ai fait ça en mock, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ben, autant l'adversaire, il va pas faire ça du tout. Donc attention sur les mocks, ne changez pas. Enfin, n'allez pas dans l'extrême à changer la moitié de votre build parce qu'un set ou un mon qui a peu de chances de sortir en mode, qui a peu de chances de sortir dans la vraie game, sort. Si vous faites ouvrir en mock, ça ne veut pas forcément dire que votre build est à chier. Et si vous commencez à enchaîner les victoires en mock, ça ne veut pas forcément dire que vous allez gagner. Donc attention sur les mocks. Et je pense avoir fait le tour des quelques tips que je peux vous donner en tant que. Voilà, je pense que j'ai terminé un petit peu ces petits vidéos tips. Le dernier point que j'ai envie d'insister, mine de rien, parce qu'on reste quand même dans un team tour, donc forcément, il va y avoir de l'ambiance, il va y avoir de l'envie de gagner et tout. Donc, ce que je veux vous conseiller, c'est de jouer toutes vos games à fond. Ça, c'est un point clé. Même si vous commencez à perdre la week, même si vous avez perdu la week, ce n'est pas une raison pour lâcher. Jouez vos games à fond. Du premier tour au dernier tour, parce qu'en fait justement ce sont des games où vous allez profiter en fait de ces matchs pour vous faire une expérience. Peut-être vous allez taper des gros joueurs aussi, parce que on n'en parle pas assez, mais du coup là, contrairement à la Hades où vous allez avoir des divisions et tout, là vous avez moyen de taper des gros joueurs. Bah, par exemple, un Akeras peut taper un Hurtado, je sais pas moi, un Clémentine peut affronter Farc ou peut affronter Noël. Enfin, c'est le moment où vous allez avoir l'opportunité de taper des gros joueurs, des joueurs avec beaucoup plus d'expérience que vous. Donc vraiment, profitez de ces games si jamais elles tombent. Jouez vos games à fond, tout le temps, jusqu'au bout. Et juste, bah, amusez-vous. C'est un team tour, il n'y a pas de cash price à la clé. Juste, amusez-vous, progressez. Et ce sera avec ces belles paroles que je vais pouvoir vous laisser. Comme je vous ai dit, je ne compte pas forcément faire de vidéos sur le Team Tour, parce que déjà le Team Tour, je sais, comme je l'ai expliqué dans la présentation ou quoi, je risque pas d'être 100% dispo pendant tout le tour, donc je devrais pas forcément faire de vidéos, ou alors si j'en fais, c'est parce que j'ai 2-3 trucs à dire, donc ce serait toujours intéressant, on verra. Donc, mais au moins je me dis, avec cette petite vidéo un peu conseil, vous avez des bagages pour bien partir dans le tournoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera donc la prochaine fois pour d'autres projets, d'autres vidéos. C'était Kaikit. Ciao tout le monde.